Bonsoir à tous, ravi de participer à cette table ronde. Alors c'est vrai qu'on a rarement 4 intervenants dans une réunion. Très rapidement, bon, vous me connaissez, moi effectivement j'ai écrit des livres et j'interviens dans des conférences. Et juste un mot sur l'histoire, certains la connaissent, mais pourquoi s'intéresser à ces plateformes numériques? J'étais un jour dans un taxi Uber et souvent je remarque que les gens dans un Uber regardent leur smartphone et ne parlent pas avec le chauffeur. Moi j'ai fait le contraire, j'ai parlé avec le chauffeur et arrivé à destination, il me dit « Vous êtes vraiment sympa, je vais vous mettre une bonne note ». Et là je suis resté scotché sur la banquette, je lui dis « Comment ? Je suis client, je paye et je suis également noté ». Et il m'a expliqué qu'effectivement, en tant que client chez Uber, on est noté. Alors, à l'époque, la note était un peu cachée derrière le aide, etc. Maintenant, elle est parfaitement évidente et je vous invite à regarder votre note, cette plateforme. Et je me suis dit, waouh, il est vraiment en train de se passer quelque chose dans ces plateformes numériques qui sont en train de réinventer pas mal de choses. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, Service Gagnant 3.0, et j'ai rencontré les gens de chez Uber, Blablacar, Airbnb, Hitch, Foodora, etc. Pas mal de ces entreprises. Et je vais vous livrer en quelques minutes mon constat. Premier constat, c'est qu'il y a une créativité extraordinaire parce que c'est peuplé de jeunes gens qui parlent de la relation client, de l'expérience client, avec une fraîcheur que j'ai jamais vue, alors que je fréquente quand même des gens dans la relation client depuis une trentaine d'années. Deuxièmement, parfois on les appelle des nouveaux barbares parce qu'ils ne s'encombrent pas ni forcément de règles, ni de choses comme ça. Ils y vont, ils lancent leur truc, ils n'ont pas une legacy avec des vieux systèmes informatiques, ils utilisent toutes les technologies et c'est génial et ça donne effectivement des choses assez extraordinaires. Et puis troisièmement, effectivement, la base de leur métier, c'est de dire, voyons dans quel domaine les clients ne sont pas satisfaits. L'exemple évidemment le plus connu étant les taxis. Qu'est-ce qui énerve les clients? Eh bien le taxi vient avec une charge, on ne sait pas pourquoi, il a un certain prix, le taxi est dégueulasse, le chauffeur est raciste, il nous fout sa radio dont on n'a rien à faire, il y a un chien méchant, la carte bleue ne marche jamais, etc. etc. Et à l'époque d'ailleurs ils étaient jaune, blanc, vert, rouge, hein, de toutes les couleurs, et arrive une plateforme qui dit ben, on va prendre tous ces irritants et on va les transformer. Et c'est comme ça qu'effectivement Uber s'est créé en ayant des jeunes bien habillés, des belles voitures, avec des styles limousines, etc., etc. Et ensuite je me suis intéressé, après avoir vu toutes ces plateformes, je me dis mais voyons comment les entreprises traditionnelles réagissent par rapport à ça. Je vous invite à lire effectivement comment l'ancien patron de G7 m'a expliqué comment il a résisté à ces plateformes et l'idée principale étant de se dire bah, finalement qu'est-ce qu'on fait? On revient au cœur du métier. Il a réuni 2500 chauffeurs de taxi au Zénith, qui était la première fois de leur histoire, leur disant maintenant on arrête les conneries, hein, le terminal bancaire qui marche plus, c'est plus possible, on a des taxis propres, etc. Avec en plus, bah, la plupart des chauffeurs connaissent parfaitement Paris, ce qui n'est pas toujours le cas des chauffeurs Uber. Ils ont le droit d'utiliser les lignes de taxi et de bus que n'ont pas le droit d'avoir les chauffeurs Uber. Donc je crois que la leçon à tirer de ces plateformes, c'est de se dire, bien sûr c'est des nouveaux barbares, bien sûr ils sont super créatifs, mais nous on a aussi des manières de résister par rapport à ça. Très rapidement, les 4 éléments sur lesquels se basent les 4 piliers des plateformes numériques, bah, vous les connaissez, je vais vous les résumer. Voilà, la première, c'est l'expérience client, ou ce qu'on appelle plutôt la user experience, et je laisserai après Laurence nous préciser exactement par rapport à ça. Quand on a 1 cm² sur l'écran d'un smartphone pour s'exprimer, on a intérêt à offrir un véritable service et une véritable innovation. Et effectivement, la user experience, elle est fondamentale. Tout le monde vous dit « Ah ouais, Uber c'est génial, en 3 clics, on a un taxi qui est à côté de chez moi ». Deuxième point révolutionnaire, c'est la notation. N'oublions pas que ces entreprises remettent la notation au cœur du sujet. Ça fait 30 ans que je dis aux gens, mesurez le service client. Eh bien, ces plateformes l'ont vraiment au fond d'eux-mêmes. Air France qui met en place la notation post-vol. Récemment, j'intervenais dans un congrès de Legal Tech. Eh bien, vous savez que les avocats, vous tapez le nom d'un avocat dans Google, non seulement vous avez sa carte de visite, mais vous avez des avis sur les avocats. Évidemment, vous connaissez les avocats, ils ont allé jusqu'à la Cour de cassation qui a validé le fait que Google a le droit de faire paraître des avis sur les avocats. Vous imaginez ces gens qui ont fait 5 à 10 ans d'études, la tête qu'ils font quand on voit des commentaires disant « bof, pas très génial, pas très accueillant ni rien ». Dans le monde médical, c'est exactement la même chose. Vous avez sur certains médecins des avis dans lesquels, j'ai vu un gynécologue, une femme disait « je vais rencontrer ce docteur, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et 15 personnes qui répondent pour dire « bah voilà ce que j'en pense ». Finalement, ces consommateurs parlent d'un médecin, comme on dirait, je vais aller chez Conforama acheter un meuble, ou bien qu'est-ce que vous pensez de cette voiture ou de cette télévision.
Troisième pilier de ces plateformes numériques, bien sûr, c'est la simplicité d'utilisation grâce à la géolocalisation, grâce aux technos, etc. Elles mettent tout ça et on aura des illustrations par Foodora. Et dernier point, bien entendu, c'est l'exploitation de la donnée. Hein, le big data, ce sont des spécialistes du data mining. Airbnb emploie 100 data scientists. Paradoxalement, la plupart de ces jeunes viennent de France. Apparemment, c'est nos écoles d'ingénieurs qui forment les meilleurs data scientists chez Airbnb. Aujourd'hui, on le sait bien, hein, le data devient fondamental. L'exploitation de la donnée, on est encore très en retard. Pour terminer, je dirais qu'une banque me racontait, me dit, vous savez, hein, on arrive à savoir très facilement qu'un couple va divorcer avant qu'il le sache lui-même. Alors Dieu merci, les banques n'exploitent pas encore très bien la donnée, et ils savent tout sur nous, hein, vous savez bien, ils connaissent nos consommations. On m'a dit, oui, vous savez, à un moment quand apparaît une adresse destinataire différente du domicile habituel, on se pose des questions. Lorsqu'il y a des dépenses d'un style différent de ce qu'on a d'habitude, là aussi, on s'interroge, etc. Donc la donnée, elle est fondamentale. Hein, je dirais qu'une marque, c'est de moins en moins ce qu'en dit la pub, et de plus en plus ce qu'en disent les clients. Et cette notion, elle est fondamentale. Voilà peut-être cette rapide introduction, je ne veux pas monopoliser la parole. Je voulais juste terminer en prenant une citation du Customer 2020 Walker Report, qui est un rapport anglais qui fait référence, qui dit « D'ici 2020, l'expérience client va dépasser le prix et le produit comme l'élément différenciant le plus important pour les marques. » Laurence. Merci, très belle introduction. Et du coup, pour moi, le tapis rouge pour enchaîner sur le fait que l'expérience client, c'est quand même un facteur de différenciation, une stratégie de différenciation qui est aujourd'hui tout à fait reconnue pour accompagner la transition de l'économie de service vers l'économie d'expérience. Voilà, donc vous n'avez pas dit si les startups d'aujourd'hui qui font la nouvelle économie étaient dangereuses ou pas. Pour moi, c'est une chance hein, d'avoir ces startups dans notre environnement parce qu'elles sont très inspirantes. Elles sont très inspirantes d'abord parce qu'elles introduisent de nouvelles façons de travailler, beaucoup plus agiles, beaucoup plus collaboratives et surtout beaucoup plus humaines. Dans la réussite d'Airbnb, dans la réussite d'Uber, il y a d'abord des constats, des observations qui sont fondées sur l'analyse de comportement, l'observation de comportement de personnes, de gens, utilisateurs, collaborateurs en situation de délivrer un service ou de consommer un service ou de réclamer quelque chose et d'utiliser donc de nombreux outils, que ce soit des outils digitaux ou des lieux de vente, des lieux de service ou même à la maison. Donc, au cœur de la réussite de ces entreprises, il y a des nouvelles approches qui sont concentrées sous un vocable générique qui s'appelle la pensée design. Et la pensée design, pour moi, c'est vraiment la nouvelle façon d'aborder le marketing dans les organisations, puisqu'elles permettent d'introduire des approches très collaboratives, des modes de fonctionnement très collaboratifs, décloisonnants donc et très transversaux, qui vont accompagner le changement dans les organisations. Donc la première vertu de ces approches, quand elles sont appliquées à des grands groupes de l'ancienne économie, de la vieille économie, c'est justement de les faire évoluer dans leur pratique et dans leur façon d'aborder le client et le collaborateur et de le mettre au cœur réellement de leur réflexion et de leur pratique. Ralph a parlé également de la créativité. Effectivement, ces entreprises sont aussi très très créatives, c'est-à-dire qu'elles ont des pratiques d'idéation et des pratiques de conception d'expérience qui sont totalement nouvelles par rapport à ce qu'on pratiquait en marketing, il y a même qu'on continue de pratiquer en marketing. Moi, j'ai toujours fait de l'innovation et j'ai radicalement désappris et je me suis reprogrammée quand il y a 5 ans, j'ai démarré mon activité et j'ai mis la pensée design au cœur de ma pratique. Donc, de l'idéation, de la scénarisation, du prototypage et du test sur in situ, en fait, grâce à des programmes d'expérimentation et d'époque. Voilà, donc ça c'est pour la partie créativité qui va raccourcir les temps de conception, les temps de production et les temps de mise en marché. Là où on mettait 1 an à 2 ans pour lancer un nouveau produit, aujourd'hui en 3 mois, on s'engage, montre en main, à lancer alors une version simplifiée certes,
mais au moins à raccourcir les temps d'exécution et à mettre en marché. Donc voilà, ça c'est pour la créativité. Le collaboratif est également très important parce que dans ces approches, on va vouloir embarquer les collaborateurs. C'est une chose d'être une start-up, c'en est une autre d'être un groupe avec 3000 succursales, des milliers de collaborateurs, des centaines de milliers de collaborateurs. Et la question du déploiement se pose quand il s'agit de passer à l'échelle, c'est-à-dire de passer du POC au déploiement. Et c'est là que les Athéniens atteignirent, quelque part. Donc l'expérience client, quand elle est abordée en mode agile et en mode pensée design, eh bien, permet justement d'embarquer les collaborateurs dans la conception et dans le déploiement, dans la suite de l'histoire, qui est cette approche on va continuer l'approche agile, décloisonnée et ahiérarchique si on peut, c'est plus compliqué, pour permettre justement de déployer à la fois les pratiques et surtout la culture, parce que de mon point de vue, si l'expérience client c'est un sujet d'innovation, c'est surtout un sujet de culture et un sujet de management. Voilà, alors après il faut oser, hein, c'est ma dernière recommandation quand on est sur des approches d'innovation par l'expérience client. L'audace, c'est une qualité qu'ont les startups, qu'ont les fondateurs de ces startups. C'est pas grave d'échouer, l'échec est un apprentissage et c'est en faisant qu'on apprend. Or en France, on n'a pas cette culture de l'échec, malheureusement, et au final, on est un peu tétanisé et on n'avance pas. Donc si j'ai un message ce soir, c'est allez-y, foncez, osez, ça ne tue pas d'essayer. Ça rend plus fort et au moins, au final, on finit par apprendre. Merci. Bonsoir, vous l'avez compris, le barbare c'est moi. J'avais dit. Non, je sais bien, mais j'attendais, je préfère la faire avant. Très rapidement là-dessus, je voudrais juste dire quelques mots rapides sur l'ubérisation, histoire qu'au moins on se mette tous d'accord sur ce dont on parle. Pour moi, l'ubérisation, c'est un très mauvais terme parce qu'en fait on utilise le nom d'une entreprise pour désigner un concept. Et donc du coup à ça se rattache tout ce qu'on sait sur l'entreprise Uber, qui n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises qu'on met dans l'ubérisation. Ceci dit, l'ubérisation c'est quoi pour moi? C'est en gros simplement, ni plus ni moins, toutes les entreprises qui ont pris 4 innovations à bras-le-corps et en ont fait un service. L'utilisation de l'internet haut débit, l'utilisation d'internet mobile, donc l'utilisation du smartphone, et enfin la géolocalisation. Et en fait, c'est simplement les startups, donc Foodora en est une, mais il y en a plein d'autres, qui ont pris cette innovation à bras-le-corps, qui n'est pas de notre fait, c'est le fait d'ingénieurs, etc. Et qui s'est dit, ok, ça a tout changé dans notre manière de fonctionner, de vivre, etc. Il y a forcément, c'est tellement des changements radicaux dans nos vies de tous les jours, ça doit se transmettre aussi par un changement dans notre façon de consommer. Donc c'est ni plus ni moins ça, pour moi l'ubérisation, c'est simplement la traduction de l'innovation en un service ou en un produit pour les clients. Donc une fois qu'on a dit ça, oui on peut apparaître comme des barbares parce qu'en effet on disrupte, on gêne, on dérange parce qu'on arrive sur des marchés, on prend des parts de marché d'entreprises ou qui avaient des produits et des services existants. Mais bon, là-dedans, rien de nouveau. C'est l'histoire de l'économie depuis des siècles. J'imagine que celui qui vendait des machines à écrire s'est dit que Monsieur Dell ou Packard étaient également des barbares. C'est simplement la marche normale et en fait on ne peut pas l'éviter. Le vrai truc à faire, c'est pas vraiment de se battre contre moi ou contre des bien plus gros type Uber, etc. C'est au contraire de comprendre qu'est-ce qu'ils ont vu, parce que c'est beaucoup plus simple de voir des choses quand on est tout seul dans une petite entreprise, etc., que dans un grand groupe. Et qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont appris de l'attente client, et en fait comment je peux le transmettre dans mon groupe, comment je peux l'intégrer dans mon groupe et faire évoluer mon service pour répondre à cette demande. On le voit, même la famille Rousselet, grand ami de Mitterrand avec Taxi G7 et Taxi Bleu, ont réussi à faire cet effort-là et à se dire que finalement avoir une appli pour géolocaliser son taxi c'était quand même pas mal. Permettre de payer avec une carte bleue, c'était même pas mal. Et il y avait même mieux que ça, c'était d'avoir payé avant même d'être rentré dans le taxi. Donc ils ont réussi à le faire. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez pas aller contre ça.
Forcément, il faut au contraire, plutôt que se battre contre l'innovation, il vaut mieux l'embrasser et juste réfléchir aux façons de l'adapter à vos besoins. Surtout qu'honnêtement, ceux qui sont plus armés, c'est forcément les grands groupes comme ceux que vous représentez, parce que vous avez le manpower, les process, l'expérience, l'argent pour le faire. Donc c'est à vous de justement au contraire vous servir de ça et en faire des services encore mieux. Donc, voilà, c'était juste mon message de ce soir. Je pense que l'idée c'est aussi de pas mal échanger avec des questions. Donc, voilà. En effet, je suis parti du principe que vous connaissiez Foodora, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. Foodora, on fait de la livraison de restaurants, donc vous connaissez peut-être mes concurrents, Deliveroo ou Uber Eats justement. Donc l'idée est très simple, vous géolocalisez où vous le souhaitez, que ce soit chez vous, chez un ami, au bureau ou dans un parc, et vous commandez les restaurants qu'on va avoir sélectionnés, avec lesquels on aura passé des partenariats. Et ces restaurants, en fait, sont les restaurants classiques dans lesquels normalement vous vous rendiez. Et ben là, l'idée, c'est de vous amener un autre moment de consommation. Vous n'avez pas envie de sortir ce soir, mais néanmoins, vous avez quand même envie de vous faire livrer autre chose que les sushis ou les pizzas de restaurants que vous ne connaissez pas et sur lesquels vous ne seriez jamais rentré. Et au contraire, d'avoir l'expérience de votre restaurant que vous aimez du coin. Et donc, on va vous le livrer avec un coursier qui va donc aller récupérer la commande au point du restaurant et vous l'amener chez vous. Voilà, donc c'est rien de bien transcendant, mais simplement l'utilisation, la transformation d'une technologie, d'une innovation, qui est la géolocalisation, le smartphone, le haut débit, etc. Et en faire juste un service pour le client. Voilà. Parfait, merci Stéphane. Et tout à l'heure, en fait, on était en train de blaguer, on se disait, bon, tu te sens barbare, moins barbare, plus barbare. Voilà. Donc moi, je travaille dans une entreprise qui fête ses 200 ans cette année. Voilà. Donc BPCE, nous sommes deux grands réseaux bancaires, donc Banque Populaire d'un côté, Caisse d'épargne, qui fête ses 200 ans cette année. Voilà. On a été créé en 1818. Et donc moi, je travaille au sein de la direction du digital de groupe BPCE. Et nous sommes en fait engagés dans un grand effort de transformation digitale. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais juste témoigner de ce que nous faisons. Alors d'abord, on a identifié de très fortes ambitions sur le digital. Donc on a des ambitions qui ont été très clairement affirmées. Donc, vous savez sans doute qu'on a annoncé notre plan 2018-2020 à la fin de l'année dernière, et la transformation digitale, c'est une de nos 3 priorités. Et on a dit, voilà, on poursuit 3 grands objectifs. Le premier, c'est convaincre nos clients de nous utiliser pour nos services digitaux. Le deuxième, c'est de fournir une expérience digitale au même niveau que les pure players. Et le troisième, c'est de basculer de plus en plus d'actes commerciaux sur les canaux digitaux. Donc voilà les trois grands thèmes que nous avons. Et ensuite, une fois que la stratégie est claire, après, il faut mettre en œuvre. Et alors pour la mise en œuvre, ce que nous avons décidé de faire, c'est de mettre en place une organisation dédiée. Donc on a une direction du digital, avec des gens qui pensent digital du matin au soir, qui rêvent digital, qui se lèvent le matin, qui disent, bon, comment je fais pour faire le digital ? On a une organisation dédiée qui est en charge donc, de l'ensemble des initiatives digitales. Et puis après, donc, troisième volet, eh bien, en fait, on met en place toutes les méthodes du digital. On a commencé à mettre en place toutes les méthodes digitales. Donc, on peut sans doute résumer en 3. Hein. Effectivement, je suis d'accord avec Laurence, le principe de mettre le design, l'expérience client, le client au centre, c'est un principe extrêmement fort. C'est un principe même révolutionnaire en fait. Donc, penser client, faire vraiment l'expérience simple, attractive pour le client. Et du coup, ça conduit en fait à réinventer tout un tas de choses. Hein, parce que, comme vous le savez, en fait, c'est très simple de faire compliqué. Et en fait, c'est très 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 dur de faire simple. Donc, on part d'un principe, on essaye de faire quelque chose de très simple, et en fait, au fur et à mesure, vous avez des milliards d'obstacles qui arrivent. Donc, c'est vraiment un sujet dont dire qu'on met la simplicité de l'expérience client au cœur du service, c'est un acte vraiment révolutionnaire. Donc ça, je pense que c'est vraiment la première chose.
La deuxième chose, c'est en fait la mise en place de toutes les méthodes, on va dire, modernes de développement technologique. Donc, la mise en place des méthodes agiles, le fait qu'on passe effectivement en développement agile avec des livraisons rapides sous forme de sprint de quelques semaines, qu'on essaye d'accélérer. Donc vraiment, voilà, l'utilisation des méthodes les plus modernes, à la fois de développement et en termes de technologie. Puis après, je pense, le troisième sujet, c'est une accélération du tempo. Il faut que les choses aillent plus vite. Et donc pour ça, par exemple, chez nous, ce que nous avions mis en place, c'est le principe de saison. Donc, on a ce principe de saison de 6 mois. Donc, tous les 6 mois, en fait, on lance de nouveaux sujets et ça rythme tous les projets. Donc, tous les 6 mois, vous avez des livraisons vous avez des sujets à lancer, des sujets à livrer, des sujets à déployer. Donc c'est une accélération du tempo. Donc j'aurais dit mettre l'expérience client au centre, utiliser toutes les dernières technologies et méthodes, et puis vraiment accélérer le tempo. Juste un dernier mot, parce que je suis frappé de voir souvent les entreprises parlent de service client et l'action c'est l'expérience. Je vais donner 2 exemples très rapides. Dans certaines boîtes on dit il y a du Wi-Fi. Ah oui, super, c'est un super service. L'expérience c'est tu mets ton adresse mail, tu dois cliquer sur un truc, après tu es sur un autre écran, etc. C'est 5 ou 10 minutes pour avoir le Wi-Fi. Deuxième exemple, service client Monoprix ouvre jusqu'à 22h. Oui, effectivement, super service. L'expérience, c'est quoi? À 21h15, 4 portes sur 5 sont fermées, la moitié du magasin est dans la pénombre, il n'y a qu'une seule caissière, il n'y a plus personne. Donc là aussi, arrêtons d'afficher des services dont l'expérience est catastrophique et mettons bien nous, effectivement, à la place du client pour voir quelle est la véritable expérience que l'on vit. N'est-ce pas, Laurence? Partagez mon... Bien, François, merci beaucoup et à tout à l'heure.